Les larmes de Calice, Renaissance. Prologue, la forêt qui saigne. La forêt de cristal hurlait. Non pas comme hurle le vent, mais comme hurle une bête blessée, chaque tige de silex vibrant d'une plainte aiguë qui transperçait l'âme avant la chair. Sous la lueur froide des trois lunes des lions tira la blanche, Méros la cuivrée, Séléna la bleue, les arbres ne reflétaient pas simplement la nuit. Il la déchirait en mille éclats meurtriers, transformant chaque pas en une traversée de l'âme suspendue. Calice avançait, et chaque mouvement lui arrachait un goût de cuivre dans la bouche. Son armure tribale, autrefois ornée des symboles sacrés de son clan, pendait en lambeaux contre son flanc. Les brûlures du dernier bombardement impérial avaient marqué le métal vivant de cicatrices noires, comme si le feu lui-même avait voulu la baptiser de cendres. Sous ses pieds, le sol craquait non de givre, mais d'os. Les siens. Ses frères et sœurs d'armes gisaient là, disséminés entre les éclats de cristal tels des fragments d'une constellation brisée, ou pire encore, enchaînés dans les geôles de l'Empire Zallar, où l'on disait que même les cris finissaient par se cristalliser. La rébellion Vistar n'était plus qu'un souffle. Un soupir avant l'extinction. Une flamme qui vacille avant de mourir, laissant derrière elle cette odeur âcre de désespoir qui colle à la peau comme une seconde armure. Calice n'était pas humaine, bien que son reflet dans les miroirs de cristal pût tromper un œil distrait. Ses yeux violets luminescents captaient la moindre parcelle de lumière, la transformant en une lueur intérieure qui semblait venir d'un autre monde, ce qui était le cas. Son visage, parfait et sculptural, respirait la discipline millénaire et la grâce d'une danse de guerre oubliée. Ses fines crêtes osseuses, à peine visibles sous la cascade de ses cheveux noirs aux reflets métalliques qui s'écoulaient comme de l'encre liquide, rappelaient à quiconque osait soutenir son regard qu'elle appartenait à une race née dans des mondes de chaos et de cristal, là où même la lumière apprenait à se battre. Sa silhouette athlétique, souple comme une liane carnivore et élancée comme une épée forgée dans l'espace même, imposait autant qu'elle captivait. On aurait dit qu'elle avait été sculptée par la guerre elle-même, chaque muscle une promesse de violence contenue, chaque courbe un poème écrit dans la langue du combat. C'est alors qu'un sifflement déchira le ciel nocturne, un son qui ressemblait à celui d'un dieu qui inspire avant de hurler. Calice leva les yeux, s'attendant à un nouveau missile impérial, à une nouvelle pluie de feu. Mais la silhouette qui traversa la canopée cristalline était différente, plus petite, plus rapide, traçant un sillon de flammes orange dans l'obscurité comme si elle cousait le ciel à la terre. Une capsule d'évacuation étrangère s'écrasa à quelques centaines de mètres, creusant un cratère fumant dans la forêt de cristal. L'impact fit vibrer le sol jusqu'à ses os, et une odeur âcre de métal brûlé et d'ozone emplit l'air. Prudence mêlée de curiosité, cette dangereuse alchimie qui a perdu tant de guerriers, elle approcha, ses pas silencieux comme ceux d'un prédateur nocturne. Le métal était étranger, marqué de symboles inconnus qui semblaient presque danser dans la lumière des lunes. Des caractères anguleux, géométriques, qui parlaient une langue qu'aucun Vistar n'avait jamais entendue. La capsule s'ouvrit avec un sifflement pneumatique qui fit reculer Calice d'un pas. À l'intérieur gisait un humanoïde à la peau pâle comme l'os blanchi par le soleil, comme la neige d'un monde qu'elle n'avait jamais vu sans les reflets nacrés caractéristiques des espèces de la sphère Zallar. Pas de bioluminescence. Pas de plaque dermique. Juste cette peau étrangement nue, vulnérable. Un humain. Le premier qu'elle voyait de ses propres yeux. Les jours d'apprentissage, quand l'ennemi devient visage. Contre toute raison, contre tout instinct de survie que 3 cycles de guerre lui avaient gravé dans la chair, alors que des vaisseaux de reconnaissance impériaux commençaient à quadriller la zone avec leurs projecteurs balayant la forêt comme des doigts de lumière froide, Calice traîna l'inconnu hors de l'épave. Il gémit un son si humain, si brut dans sa douleur qu'il la surprit. Il ouvrit les yeux, des iris d'un vert surprenant, vert comme les forêts organiques des archives anciennes, vert comme l'espoir qu'elle croyait avoir enterré et perdit à nouveau connaissance, sa tête retombant contre son épaule. Sa survie était impossible. La chute aurait pulvérisé les os d'un Zallar, réduit en cendres les organes fragiles d'un Vistar. L'impact aurait dû le transformer en une simple tache rouge contre le cristal. Pourtant, il respirait. Chaque inspiration était un miracle qui défiait tout ce qu'elle connaissait de la physique et de la mort. Les jours suivants dans les ruines de l'ancienne cité Vistar furent un exercice de méfiance mutuelle, une danse lente où chaque geste était pesé, chaque mot mesuré comme une lame qu'on affûte. L'humain,
qui se présenta sous le nom d'Elias, un nom qui roulait étrangement sur sa langue, doux et tranchant à la fois, était un explorateur d'un vaisseau terrien attaqué par l'Empire Zalar lors d'une mission de reconnaissance. Il parlait avec un accent qui chantait presque, chaque syllabe portant l'écho d'un monde lointain qu'elle ne pouvait qu'imaginer. « Votre vaisseau, il vous cherche ?» demanda Kalice un soir, alors qu'elle appliquait un baume traditionnel sur une brûlure à son épaule. Longan sentait la sève de cristal et les herbes lunaires, une odeur âcre qui piquait les narines mais apaisait les chairs meurtries. Elias grimaça de douleur, une douleur qu'il ne cherchait pas à cacher, contrairement au guerrier Vistar qui apprenait dès l'enfance à transformer la souffrance en silence, mais maintint son regard ferme, ancré dans le sien comme une promesse. Le résilience reviendra dans 30 jours terrestres. C'est le protocole. S'ils ne sont pas attaqués à nouveau. 30 jours. Une éternité dans une zone occupée. Une éternité mesurée en battements de cœur, en respiration volée, en moments où la mort pouvait frapper à chaque instant. Kalice observa avec une fascination grandissante la rapidité de guérison de l'humain. Une entaille profonde qui aurait dû s'infecter, suppurer, le tuer lentement dans l'agonie, se referma en quelques jours, là où elle aurait mis des semaines. La chair rose repoussait comme si son corps lui-même refusait d'accepter la défaite. « Votre corps est incroyablement résilient », admit-elle, traçant du doigt le contour de la cicatrice fraîche. La peau était chaude sous ses doigts, pulsant d'une vie têtue. Elias sourit, une expression étrange qui découvrait ses dents, mais qui était étrangement communicative, contagieuse même, faisant naître quelque chose de dangereux dans la poitrine de Kalice. On dit que les humains sont têtus. Même nos cellules refusent d'abandonner. Leur refuge était un ancien temple envahi par des lianes luminescentes qui pulsaient doucement dans l'obscurité, créant une constellation vivante sur les murs de pierre. L'air y sentait la mousse humide et le jasmin de cristal, une odeur douce amère qui rappelait à Kalice les jours d'avant la guerre, quand son peuple priait encore les dieux oubliés. La méfiance initiale fondit au rythme des conversations à voix basse, murmurées dans la pénombre comme des secrets partagés entre complices. Kalice lui enseigna les rudiments de la langue commune, étonné par sa facilité d'apprentissage, son esprit absorbait les mots comme une éponge, les reproduisant avec une aisance qui frisait le prodige. Elias, en retour, partagea des histoires de sa terre lointaine, peignant des images de cieux bleus, d'océans sans cristal, de forêts où les arbres ne coupaient pas la chair. Nous avons aussi connu l'oppression, confia-t-il une nuit, alors que les 3 lunes alignaient leur lumière dans un spectacle rare qui baignait le temple d'une aura presque sacrée. Pendant des siècles, nous nous sommes battus les uns contre les autres. Nation contre nation. Frère contre frère. Puis nous avons compris que notre force n'était pas dans l'homogénéité, mais dans notre diversité. Dans le fait d'être différents et de choisir quand même de marcher ensemble. Kalice le regarda, ses yeux violets reflétant la lumière lunaire comme 2 améthystes liquides. Les Zalars croient que la pureté est force. La pureté est fragile, répondit Elias, sa voix portant le poids d'une vérité ancienne. Un écosystème diversifié survit aux catastrophes. Une monoculture s'effondre au premier coup de vent. La force véritable naît du chaos organisé, pas de l'ordre stérile. Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens, tissant dans l'air quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La première bataille, quand l'esprit devient arme. Un après-midi, alors que le soleil des lions fracturait la lumière en arc-en-ciel meurtrier à travers la canopée, qu'une patrouille impériale de 6 Zalars s'approchait trop près du temple, leurs armures lourdes faisant vibrer le sol comme le pouls d'une bête mécanique, Elias mit en pratique ses théories. Il avait passé des jours à étudier la forêt de cristal, ses propriétés acoustiques et lumineuses, la manière dont le son voyageait à travers les structures translucides, se réfléchissant, s'amplifiant, créant des échos qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. « Regarde » chuchota Théil, ses lèvres si près de l'oreille de Kalice qu'elle sentit son souffle chaud contre sa peau, pointant vers une formation cristalline particulière qui s'élevait comme une cathédrale de verre. Le cristal ici vibre à une fréquence spécifique. Si on la frappe juste. Il prit une petite pierre polie par le temps et la lança avec une précision mathématique. Le cristal émit une note pure, une note si parfaite qu'elle sembla figer le temps lui-même, qui se répercuta à travers la forêt, amplifiée par d'autres formations. Soudain,
des dizaines d'échos semblables répondirent, créant une symphonie fantôme qui donnait l'illusion d'une armée en mouvement, de centaines de guerriers marchant au pas cadencé. Les alars s'arrêtèrent net, leurs capteurs balayant nerveusement la zone, leurs armes se relevant dans un synchronisme militaire parfait. L'air lui-même sembla se tendre, chargé d'adrénaline et de peur. Elias activa alors un deuxième piège, des champignons bioluminescents qu'il avait cultivés pendant des jours avec une patience d'alchimiste et placés stratégiquement s'illuminèrent en séquence, créant l'apparence de soldats en approche, une marée de lumière fantôme convergeant depuis tous les angles. La patrouille, convaincue de tomber dans une embuscade écrasante, battit en retraite précipitamment, leurs palos résonnant dans leur fuite comme un tambour de guerre inversé. Calice regarda Elias, et dans ses yeux violets naquit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un respect qui allait au-delà de l'admiration tactique, qui touchait quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Vous combattez avec l'esprit, pas seulement avec la force. C'est notre façon de survivre, répondit-il, essuyant la sueur de son front d'un geste las. On n'est pas les plus forts, alors on doit être les plus malins. On survit non pas en étant invincible, mais en étant imprévisible. Il se tourna vers elle, son visage sérieux, grave comme un serment. Et si on combinait les deux? Votre force et ma ruse? Votre courage et mon ingéniosité? La nuit retomba sur le temple avec une tension étrange, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant de voir ce que cette alliance impossible donnerait. Cette nuit-là, la victoire eut un goût de cendre. Un éclaireur Vistar arriva au temple peu avant l'aube, couvert de poussière et de sang séché qui avait formé une croûte noire sur sa peau nacrée. Ses yeux fuyaient ceux de Calice lorsqu'elle s'approcha, comme s'il ne pouvait supporter le poids de ce qu'il allait dire. « Ils ont repris Tarsi, dit-il enfin, sa voix brisée comme du verre pilé. Le nom tomba dans le silence comme une lame qui s'enfonce dans la chair. Tarsi. Un refuge. Un village discret niché dans les vallées cristallines qui nourrissaient la rébellion depuis des siècles, qui abritait les anciens, les enfants, ceux qui ne pouvaient plus porter les armes mais qui portaient encore l'espoir. Les alars sont arrivés après votre attaque, poursuivit l'éclaireur d'une voix qui se brisait à chaque mot. Ils ont interrogé les anciens. Ils ont utilisé des méthodes. Puis ils ont brûlé les tours de cristal. Le feu a duré toute la nuit, si intense que le cristal lui-même a fondu, coulant comme des larmes de diamant. Ceux qui ont parlé ont été exécutés sur la place centrale, leurs corps exposés comme des avertissements. Les autres ont été emmenés. On ne sait pas où. On ne sait jamais. Calice serra les poings si fort que ses ongles entaillèrent ses paumes, faisant perler des gouttes de sang violet qui tombèrent sur le sol de pierre. La forêt de cristal n'avait pas hurlé cette nuit-là, mais son cœur, lui, saignait. Elias baissa la tête, le poids de la culpabilité écrasant ses épaules comme une armure de plomb. « Nous les avons fait reculer ici, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Et ils ont frappé là où nous n'étions pas. » Pour la première fois, Calice comprit avec une clarté dévastatrice que chaque victoire attirerait une vengeance plus froide, plus méthodique, plus calculée. L'Empire Zalar n'avait pas perdu. Il avait simplement déplacé le champ de bataille. Il jouait aux échecs avec des vies, et chaque pion qu'elle prenait coûtait une tour ailleurs. À partir de cette nuit-là, la rébellion cessa de croire aux victoires faciles. La guerre avait révélé son vrai visage, non pas celui d'un affrontement héroïque, mais celui d'un calcul sans fin, d'une équation de souffrance où chaque gain était payé en sang innocent. L'étincelle, quand deux mondes se touchent. La proximité forcée, cette intimité née de la nécessité, fit naître une complicité dangereuse parce qu'elle rendait vulnérable, parce qu'elle offrait à l'ennemi une cible, parce qu'elle transformait deux guerriers en deux êtres avec quelque chose à perdre. Calice découvrit qu'Elias dessinait dans la poussière du temple des esquisses de mécanismes aux lignes précises, de stratégies qui ressemblaient à des chorégraphies, mais aussi d'ailes. Il la capturait sur le sol avec un doigt patient, la fierté de sa posture, l'intensité de son regard, la courbe de ses formes, la manière dont la lumière jouait sur sa peau nacrée comme sur de la soie liquide. Elle ne disait rien, mais elle revenait toujours observer ces dessins éphémères avant que le vent ne les efface. Un soir, alors que la plus grosse lune tira la blanche baignait les ruines d'une lumière argentée si pure qu'elle semblait irréelle, Elias lui montra un petit dispositif qu'il avait réparé avec des débris de sa capsule,
un projecteur holographique pas plus grand qu'un poing. Il activa l'appareil avec une révérence presque religieuse, et une musique étrange, mélancolique et belle à la fois, remplit le sanctuaire. Des notes qui dansaient comme des lucioles, une mélodie qui parlait de mondes perdus et de promesses tenues. Une danse de lumière s'éleva entre eux, des projections holographiques tissant des motifs dans l'air, transformant les ruines en palais de lumière. C'est une valse, murmura-t-il, sa voix empreinte d'une nostalgie qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. De mon monde. On la danse quand deux âmes choisissent de ne plus marcher seules. Sans un mot, parce que les mots auraient brisé le moment, l'auraient rendu réel et donc fragile, Calice lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent, chair chaude contre peau nacrée. Ils tournèrent lentement parmi les ruines, leurs ombres mêlées projetées sur les pierres anciennes par la lumière des hologrammes. Leur corps apprenait une nouvelle langue, celle du mouvement partagé, du poids offert et accepté, de la confiance donnée à chaque pas. À ce moment, les différences s'évaporèrent comme rosée au soleil. Il n'y eut plus qu'une guerrière et un explorateur, deux êtres perdus qui avaient trouvé un refuge l'un dans l'autre, deux exilés partageant une patrie invisible. Leur premier baiser fut doux, hésitant d'abord comme une question posée à voix basse, puis plus urgent quand Calice répondit à son étreinte avec une ferveur qui la surprit elle-même. Ses mains s'attardèrent sur les fines crêtes osseuses de son crâne avec une révérence presque sacrée, explorant cette topographie étrangère avec la délicatesse d'un cartographe découvrant un continent inconnu, tandis que les siennes caressaient la texture inhabituelle de sa peau nacrée qui semblait luire de l'intérieur, captant et reflétant la lumière comme une pierre précieuse vivante. Sous la lueur des trois lunes alignées, événement rare qui ne se produisait que tous les 100 cycles, leurs corps se rapprochèrent encore, comme si le silence de la guerre leur offrait un instant volé, un fragment d'éternité arraché au chaos. Les doigts de Calice glissèrent sur la cicatrice fraîche d'Elias, non pour la soigner cette fois mais pour la reconnaître comme une part de lui, comme une carte de son courage gravée dans sa chair. Il caressa de sa main ses crêtes osseuses, geste hésitant devenu naturel, et elle ferma les yeux, savourant ce contact interdit, ce blasphème délicieux contre toutes les règles de la guerre et de la survie. Leurs respirations se mêlèrent, lentes, profondes, synchronisées comme deux cœurs battant en miroir, jusqu'à ce que le monde extérieur disparaisse. Il n'y eut plus de forêt hurlante, plus d'empire, plus de guerre. Juste eux deux, suspendus dans une bulle de chaleur et de silence. Dans ce temple ravagé, symbole de tout ce qui avait été détruit, ils bâtissaient une forteresse invisible, faite de chaleur et de promesses murmurées, de serments donnés sans témoin, de vœux échangés dans le langage universel du toucher. Elias murmura qu'il n'avait jamais connu une paix aussi intense, que même sur terre, entouré des siens, il n'avait jamais ressenti cette plénitude. Calice répondit d'un sourire rare, celui qu'elle n'offrait qu'à lui, un sourire qui transformait son visage de guerrière en celui d'une femme qui se permettait enfin de rêver. « Tu es si différente », murmura Elias contre ses lèvres, ces mots à peine audibles, comme s'il craignait de briser le charme. Et pourtant, acheva-t-elle, ses yeux violets brillants d'une lumière qu'il n'y avait jamais vue, une lumière qui ressemblait dangereusement à de l'amour, nous sommes pareils là où ça compte. Deux exilés qui ont trouvé leur maison. Le grondement des moteurs impériaux, ce rugissement métallique qui annonçait la mort les ramena à la réalité, mais cette fois, ils se séparèrent avec un sourire partagé, un secret gravé dans leurs regards. La guerre pouvait attendre. Pour un instant encore, ils étaient juste Calice et Elias. Deux êtres qui avaient choisi de s'appartenir dans un univers qui ne leur appartenait pas. La rébellion renaissante, quand l'impossible devient stratégie. Les jours suivants furent consacrés à la guerre, mais une guerre différente, une guerre réinventée. Elias élabora des plans avec une ingéniosité qui surprenait même Calice, habitué pourtant aux esprits tactiques les plus brillants de son peuple. Il étudia les schémas des armures alares avec l'obsession d'un savant fou, trouvant leurs points faibles cachés sous des couches de technologie, les joints aux articulations où le métal devait fléchir, les systèmes de refroidissement sur le dos qui évacuaient la chaleur excessive, les capteurs optiques vulnérables aux surcharges lumineuses. Ils dépendent trop de leur technologie, expliqua-t-il un soir en dessinant dans la poussière, ses doigts traçant des lignes et des angles avec la précision d'un architecte. Une armure complète, oui, mais elle a besoin d'énergie. Elle est comme un organisme artificiel, puissante mais dépendante. Si on crée un champ électromagnétique pulsé localisé. Ses yeux brillaient de cette lueur qu'elle avait appris à reconnaître,
celle du génie en pleine révélation. Calice rassembla les survivants de la rébellion. Initialement méfiant envers l'étranger, cet humain sans crête, sans bioluminescence, cet être qui ressemblait trop aux oppresseurs dans sa fragilité apparente, ils furent rapidement convaincus quand Elias démontra ses pièges et tactiques avec la patience d'un professeur et la passion d'un croyant. Une vingtaine de guerriers Vistars se joignirent à eux, leurs armures ébréchées portant les cicatrices de 100 batailles, mais leur détermination intacte, brûlant dans leurs yeux comme des braises qu'aucun vent ne pourrait éteindre. La première véritable bataille eut lieu dans la vallée des Échos, un lieu mythique où les légendes disaient que les dieux eux-mêmes venaient pour entendre leur propre voix amplifiée à l'infini. Une colonne de troupes alares marchait vers un village rebelle supposé, leurs pas résonnant comme un tambour de mort, leurs armures étincelant sous le soleil des lions qui se fracturaient en millions de fragments de lumière à travers les cristaux. Elias avait positionné les guerriers en hauteur, derrière des formations cristallines qui amplifiaient et déformaient les sons, transformant chaque murmure en rugissement, chaque respiration en armée. « Attendez mon signal », murmura-t-il dans le communicateur de fortune qu'il avait fabriqué avec des débris impériaux et de la résine de cristal, une merveille d'ingéniosité qui tenait par des prières et de l'intuition. Quand la colonne fut en position, piégée dans l'amphithéâtre naturel de la vallée, il donna l'ordre d'une voix calme qui contrastait avec la tempête qu'il était sur le point de déchaîner. Les guerriers Vistars n'attaquèrent pas directement. À la place, ils frappèrent des cristaux spécifiques avec leurs épées, créant un mur sonore assourdissant qui désorienta complètement les alares. C'était comme si la vallée elle-même hurlait, comme si la pierre et le cristal s'étaient réveillés pour crier leur rage. Les capteurs impériaux devinrent fous, affichant des signatures ennemies partout et nulle part à la fois. Dans la confusion, ce chaos orchestré avec la précision d'une symphonie, des filets tressés avec des lianes renforcées par de la sève cristallisée s'abattirent sur eux depuis les hauteurs, les emprisonnant comme des insectes dans une toile. Calice mena l'assaut final, descendant de son perchoir dans un mouvement fluide qui défiant la gravité elle-même. Son épée de cristal traçait des arcs mortels dans la pénombre, chaque mouvement une chorégraphie de mort millénaire, chaque frappe précise comme un scalpel chirurgical. Elle combattait avec une grâce mortelle qui était presque de l'art, chaque mouvement calculé non pas par la pensée mais par l'instinct gravé dans ses muscles à travers des générations de guerriers. Elias la couvrait, utilisant un arc fabriqué avec des matériaux de la forêt, bois de cristal et tendons de créatures indigènes, pour viser les points faibles des armures avec une précision qui frôlait l'impossible. Chaque flèche trouvait sa cible, joint d'articulation, système de refroidissement, capteur optique. À la fin de l'engagement, 30 alars gisaient captifs ou morts, leurs armures fumantes, leurs armes confisquées. Sans qu'aucun rebelle ne soit mort. 0 perte. Une victoire qui ressemblait à un miracle. Ce soir-là, autour du feu de camp qui crépitait en projetant des ombres dansantes sur les visages marqués par la guerre, les regards changèrent. Les guerriers Vistars qui avaient douté d'Elias, cet étranger qui ne connaissait rien de leur tradition, de leur douleur, lui tapèrent maintenant sur l'épaule avec cette camaraderie rugueuse qui naît uniquement du sang partagé, partageant leur ration avec lui comme s'il était l'un des leurs. « Tu combats bien pour un étoilé », dit l'un d'eux, un vétéran couvert de cicatrices, utilisant le terme qui désignait les êtres venus des étoiles. Sa voix portait un respect qui n'était pas là avant. Elias sourit, son bras autour des épaules de Calice dans un geste devenu naturel, ancrant sa place parmi eux. J'ai une bonne raison de me battre. La meilleure, en fait. Son regard se posa sur Calice, et dans ses yeux, elle vit refléter tout l'impossible de leur situation, deux êtres de mondes différents, unis par une guerre qui n'était pas la sienne, par un amour qui ne devrait pas exister. Les jours qui suivirent donnèrent à la rébellion un souffle nouveau, comme un vent frais après la tempête. Les sentiers semblaient plus sûrs, les patrouilles impériales plus rares, plus hésitantes. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'un avenir libre cessait d'être un simple rêve murmuré dans l'obscurité. Elle devenait tangible. Possible. Réelle. 3 jours plus tard, Elias comprit que quelque chose avait changé. Les capteurs improvisés qu'il avait disposés dans la forêt, des assemblages fragiles de technologies récupérées et de cristaux accordés, restaient silencieux. Trop silencieux. Pas le silence de la paix, mais celui qui précède l'orage, lourd et oppressant comme une main invisible qui serre la gorge. Il observa à distance une nouvelle patrouille alare, dissimulée derrière une formation cristalline qui fragmentait sa silhouette en 1000 reflets.
Leurs armures vibraient à une fréquence différente, une pulsation sourde qu'ils pouvaient sentir dans ses os. Les cristaux autour d'eux ne répondaient plus, restant inertes comme s'ils avaient été rendus sourds. Ils ont recalibré leur système, dit-il à voix basse, sa bouche sèche comme du sable. Ils ont compris comment nous les trompions. Ils se sont adaptés. Calice sentit un frisson parcourir ses crêtes osseuses, cette sensation primitive qui précédait toujours le danger. Les Alars n'adaptent jamais leur doctrine. Jamais. Leur force vient de leur rigidité, de leur dogme. Elias hocha lentement la tête, et dans ses yeux verts, elle vit naître quelque chose qui ressemblait à de la peur. Alors c'est que quelqu'un les oblige à le faire. Quelqu'un qui apprend vite. Quelqu'un qui comprend ce que nous faisons et qui sait comment le contrer. Ce soir-là, un message intercepté confirma ses craintes les plus sombres. Un nom circulait dans les transmissions impériales, répété avec une rigueur presque cérémonielle, prononcé avec le respect mêlé de terreur qu'on réserve aux légendes vivantes. Gorath. Le nom résonna dans le temple comme un coup de gong funèbre. Un commandant envoyé uniquement quand un monde refusait de plier, quand la résistance devenait plus qu'un inconvénient. On racontait qu'il avait pacifié cet système rebelle en autant de cycles, qu'il transformait les insurrections en cendres avec la méthodologie d'un chirurgien et la cruauté d'un artiste. S'il est ici, murmura un ancien guerrier Vistar dont la voix tremblait malgré sa bravoure légendaire, alors l'Empire ne cherche plus à nous écraser. Il cherche à nous effacer. À faire en sorte qu'on ne soit même plus un souvenir, juste une note de bas de page dans leurs archives. À partir de ce moment, chaque décision fut prise avec la conscience aiguë que le temps jouait contre eux, que chaque seconde était comptée, que la mort ne marchait plus derrière eux mais courait. L'amour au milieu de la guerre, quand le chaos offre son silence. Les nuits étaient leur sanctuaire, leur forteresse imprenable. Alors que le jour apportait les plans de bataille et les stratégies, les calculs de mort et les probabilités de survie, la nuit leur appartenait. Dans ces heures volées, ils n'étaient plus des soldats, plus des pièces sur un échiquier galactique. Ils étaient simplement eux. Dans une chambre secrète du temple qu'Elias avait découverte en explorant, cachée derrière une fresque de pierre qui pivotait sur des gonds millénaires, ils trouvèrent un moment de paix que le monde extérieur ne pouvait atteindre. Les murs étaient recouverts de fresques anciennes représentant des Vistars dansant sous des cieux différents, des étoiles disposées en constellations oubliées, des scènes d'un passé où la joie existait encore. Mon peuple croyait autrefois que l'amour était une force aussi puissante que la guerre, murmura Calice un soir, traçant des motifs sur la poitrine d'Elias, sentant sous ses doigts le battement de son cœur comme un tambour intime. Puis les Alars sont venus, et nous avons dû devenir durs pour survivre. Nous avons oublié comment être tendres. Elias l'attira contre lui, la chaleur de son corps enveloppant la fraîcheur nacrée de sa peau. La force ne vient pas de la dureté, Calice. Elle vient de savoir ce qu'on défend. Un cœur qui ne bat pour rien ne peut pas se battre pour tout. Il l'embrassa doucement d'abord, savourant la texture unique de ses lèvres, puis plus passionnément, leur bouche se trouvant avec l'urgence de ceux qui savent que chaque instant pourrait être le dernier. Leurs corps différents s'ajustèrent l'un à l'autre avec une étonnante harmonie, comme deux instruments accordés sur la même fréquence. La peau nacrée de Calice contre la peau plus chaude d'Elias créait un contraste qui était presque visuel, lumière contre ombre, froideur lunaire contre chaleur solaire. Leurs respirations se synchronisèrent alors qu'ils exploraient cette nouvelle frontière entre leurs mondes, chaque caresse une découverte, chaque contact une révélation. Après, allongés ensemble sous une couverture tissée de fibres luminescentes qui pulsaient doucement comme un cœur, projetant des motifs changeants sur leur corps entrelacés, Elias confessa dans un murmure, « Je devrais avoir peur. Je suis coincé sur un monde en guerre, poursuivi par un empire galactique qui veut ma tête. Mais avec toi, je me sens plus chez moi que jamais. Plus chez moi que sur Terre, entouré des miens. » Calice posa sa tête sur son épaule, écoutant le battement régulier de son cœur humain, ce rythme différent du sien, plus rapide, plus insistant, comme s'il était pressé de vivre chaque seconde. Les anciens textes parlent d'âmes sœurs à travers les étoiles, de deux moitiés séparées par les distances impossibles qui se retrouvent malgré tout. Je n'y ai jamais cru. Je trouvais ça ridicule, une superstition romantique. Jusqu'à maintenant. Elle leva les yeux vers lui, ses iris violets captant la faible lumière et la transformant en quelque chose d'éthéré.
Jusqu'à toi. Dans ce moment suspendu, la guerre n'existait plus. Il n'y avait que la chaleur partagée, les promesses murmurées, et l'impossible certitude que malgré tout, malgré la guerre, malgré l'Empire, malgré les étoiles qui les séparaient, ils s'étaient trouvés. Et peut-être que c'était assez. Peut-être que c'était tout. L'assaut sur la capitale, quand l'espoir devient arme. Le plan pour libérer Élion était d'une audace folle, le genre de plan qui ne fonctionne que dans les légendes ou quand le désespoir devient créativité. Pendant que la flotte rebelle, une collection hétéroclite de vaisseaux récupérés, réparés avec de la prière et de l'ingéniosité, attaquerait les défenses orbitales, créant le chaos dans le ciel, une équipe d'infiltration menée par Kaliss et Elias pénétrerait dans la citadelle pour désactiver le générateur de bouclier principal. Simple en théorie. Suicidaire en pratique. La nuit avant l'assaut, dans le bunker secret qui sentait la pierre humide et l'huile de cristal, Elias prit les mains de Kaliss. Ses doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'émotion contenue. Quand ce sera fini? Commença-t-il, sa voix rauque. Quand nous aurons gagné, parce que nous allons gagner, le résilience sera là. Viens avec moi. Voir la terre. Marcher sous un ciel bleu, sentir l'océan, goûter la pluie qui ne coupe pas la peau. Elle posa son front contre le sien, ce geste intime chez les Vistars qui signifiait bien plus qu'un simple contact, c'était une ouverture de l'âme, un partage de l'essence. Tu es devenu ma cité, Elias. Mon refuge. Mon foyer. Mais mon peuple a besoin de moi. Ils ont besoin de savoir qu'on peut reconstruire, qu'on peut guérir. Alors je resterai. Les mots tombèrent simplement, sans hésitation, sans regret. Elle le regarda, surprise, ses yeux s'élargissant. Ta mission, ton monde. Ma mission était de découvrir de nouvelles formes de vie, d'établir des contacts, de comprendre l'univers, dit-il avec un sourire qui transformait son visage. Je dirais que j'ai réussi au-delà de toutes les attentes. J'ai trouvé quelque chose de plus précieux que toutes les données scientifiques de la galaxie. Il caressa doucement ses crêtes osseuses, ce geste devenu rituel entre eux. J'ai trouvé où je veux être. Et c'est ici. Avec toi. Leur baiser cette nuit-là fut empreint de promesses et d'espoir, salé de larmes qu'ils ne cachèrent pas, ardent de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire avec des mots. L'assaut commença à l'aube, cette heure étrange où le soleil des lions n'était pas encore levé mais où les trois lunes commençaient à pâlir, créant une lumière irréelle, presque fantomatique. Les rues de la capitale devinrent un enfer de combat. L'odeur de la guerre emplissait tout, cordites brûlées, chair cautérisée, pierres pulvérisées, sang et sueur et peur. Kaliss menait l'avant-garde, son épée de cristal un éclair mortel dans la pénombre naissante. Elle se mouvait comme une danseuse, chaque pas calculé, chaque frappe précise comme une équation mathématique résolue dans la fraction de seconde. Son armure captait la lumière changeante, la réfractait, créant des éclats aveuglants qui désorientaient leurs ennemis. À ses côtés, Elias utilisait une arme énergétique récupérée sur un commandant Zalar tombé, visant avec une précision chirurgicale qui surprenait même les guerriers Vistars aguerris. Chaque tir comptait. Chaque tir était une vie épargnée parmi les leurs. Ils progressèrent rue après rue, repoussant les contre-attaques avec une synergie qui semblait presque surnaturelle. Là où Kaliss frappait, Elias couvrait. Là où il ciblait, elle bondissait. Deux moitiés d'un tout impossible. La bataille atteignit son paroxysme devant les portes massives de la citadelle, hautes comme des montagnes, gravées de symboles impériaux qui semblaient ricaner face à leur audace. Un colosse Zalar en armure lourde barrait le passage, une montagne de métal et de haine. Son arme énergétique fauchait tout sur son passage, transformant les guerriers en cendres avant qu'ils ne puissent crier. Je le distrais, tu prends les genoux, cria Elias, sa voix portant à peine dans le vacarme. Il bondit sur le côté avec une agilité désespérée, tirant une série de rafales qui ricochèrent sur l'armure du colosse comme de la pluie sur du roc mais attirèrent son attention. Les yeux lumineux du géant se braquèrent sur lui, suivirent son mouvement. Pendant ce temps, Kaliss plongea, son corps devenant flou tant il se mouvait vite, roulant sous un coup horizontal qui aurait pu la couper en deux, sentant le déplacement d'air au-dessus de sa tête, et frappa derrière les genoux du Zalar où l'armure était plus fine, là où les joints devaient fléchir.
Son épée de cristal s'enfonça avec un crissement métallique qui fit grincer des dents. Le géant s'effondra avec un rugissement qui fit vibrer les murs, ses mains griffant le sol dans une agonie mécanique. Ils passèrent, escaladant presque son corps en train de tomber. Puis Elias s'assura qu'il ne se lèvera plus en lui transperçant la jonction entre la tête et le tronc. Au cœur de la forteresse, les alarmes hurlaient, un son strident qui vrillait les tympans et faisait vibrer le crâne, tandis qu'Elias se précipitait vers les consoles du générateur de boucliers. Ses doigts volaient sur les commandes avec une vélocité frénétique, reliant des câbles arrachés dans une danse chaotique, contournant des sécurités impériales avec une précision née du désespoir, déjouant des protocoles qui auraient dû être inviolables. La sueur coulait sur son visage, brouillant sa vision. Ses mains tremblaient. Le générateur secondaire s'éteignit dans un grondement sourd qui fit trembler toute la structure, comme si la citadelle elle-même expirait. Elias recula d'un pas, le souffle court, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. « C'est fait, dit-il, sa voix brisée par l'effort. Le bouclier devrait tomber d'une seconde à l'autre. » Rien ne se produisit. Le silence s'étira, pesant, anormal, mortel, seulement troublé par le bourdonnement grave des systèmes encore actifs qui semblaient se moquer d'eux. Puis les consoles s'illuminèrent à nouveau, cette fois d'une lueur rouge profonde qui baignait la salle d'une clarté infernale. « Non !» murmura Elias, ses doigts volant déjà sur les commandes, frappant les touches avec une violence désespérée. « Ce n'est pas possible. Nous avons tout coupé. Tout. » Une nouvelle signature énergétique apparut sur les écrans. Plus stable. Plus ancienne. Plus profonde. Calice comprit avant qu'il ne parle, cette intuition de guerrière qui lit la mort dans l'air. Un noyau de secours. Elias acquiesça lentement, sa mâchoire serrée. Un système que seuls les commandants de très haut rang peuvent activer. Un système dont l'existence n'apparaît dans aucun schéma. Les palos résonnèrent alors derrière eux, réguliers, inéluctables, comme le battement d'un tambour funèbre. Doom. 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 Une silhouette massive émergea de la pénombre, se matérialisant comme un cauchemar fait de chair et de métal. Son armure était intacte, polie jusqu'à briller, marquée des insignes dus au commandement qui captaient la lumière rouge et la transformaient en quelque chose de presque vivant. Sa présence semblait écraser l'air lui-même, rendant chaque respiration difficile, chaque mouvement laborieux. « Vous avez très bien combattu », déclara Gorath d'une voix calme, presque admirative, qui contrastait terriblement avec son apparence menaçante. « Pour des primitifs et un étranger égaré, vous avez montré de l'ingéniosité. Presque de l'art. Mais l'Empire ne laisse jamais sa survie à une seule porte. Nous apprenons. Nous nous adaptons. Nous survivons. » Calice leva son épée de cristal qui vibrait en résonance avec sa rage, créant une note aiguë qui coupait l'air. Elle savait désormais que cette bataille ne déciderait pas seulement du sort des lions. Elle déciderait de qui aurait le droit de raconter l'histoire. De qui serait le héros et qui serait la note de bas de page. De qui vivrait et qui mourrait. Gorath avança d'un pas. Puis d'un autre. Chaque mouvement faisait vibrer le sol de la citadelle, créant des ondulations qui parcouraient la pierre comme des vagues. Son regard, car malgré le casque, elle pouvait sentir son regard, passa d'Elias aux consoles, puis à Calice et à son épée levée en défi. Une guerrière Vistar et un humain bricoleur, dit-il calmement, pesant chaque mot comme s'il goûtait un vin rare. Voilà donc ce qui a ralenti l'Empire. Ce qui a coûté des vies, du matériel, du temps. Deux êtres insignifiants qui refusent de comprendre l'inévitable. Il leva son arme énergétique, une chose massive qui semblait trop lourde pour être portée même par cette montagne de métal. Le champ de confinement s'illumina d'un bleu dur, glacial, qui projetait des ombres démesurées sur les murs. Vous avez semé le désordre. Inspiré la rébellion. Donné de l'espoir là où il ne devrait y en avoir aucun. Cela ne peut être toléré. L'ordre doit être restauré. L'univers doit comprendre qu'on ne défie pas l'Empire. Calice se plaça devant Elias sans un mot, sans hésitation, son corps devenant bouclier. Sa posture était basse, ancrée, chaque muscle prêt à frapper ou à mourir en essayant. « Tu ne passeras pas », dit-elle simplement,
et dans ces 4 mots résidait tout son amour, tout son courage, toute sa rage contre l'injustice d'un univers qui écrasait les faibles. Gorath inclina légèrement la tête dans ce qui aurait pu être du respect. J'admire la loyauté. C'est une qualité rare. Elle rend la mort plus signifiante. Presque belle. Il attaqua. Le premier coup fut si rapide que l'air sembla se déchirer avec un craquement sonique. Kalice para de justesse, son épée hurlant au contact du champ énergétique, créant une cascade d'étincelles qui illuminèrent la salle comme un feu d'artifice mortel. L'impact la projeta en arrière, ses pieds glissant sur le sol lisse de la salle du générateur, traçant 2 sillons dans la pierre polie. Elias cria son nom, un cri déchirant qui portait toute sa peur, tout son amour, mais elle était déjà debout, déjà en mouvement. Gorath avançait sans hâte, sûr de sa supériorité avec l'arrogance de celui qui n'a jamais connu la défaite. Son armure absorbait les vibrations du cristal, neutralisant l'avantage naturel de Kalice, transformant son arme la plus sûre en simple ornement. Il est calibré contre moi, lança-t-elle sans détourner le regard, sa voix tendue mais contrôlée. Contre nos fréquences, notre biologie. Ils ont étudié chaque combat. Elias observa frénétiquement les schémas défilant sur les écrans derrière lui, son esprit travaillant à une vitesse surhumaine, connectant des points invisibles. Pas contre moi, murmura-t-il, et dans sa voix naquit cette détermination froide qu'elle avait appris à reconnaître. Il arracha un module de régulation, ses doigts saignant sur les arêtes tranchantes, et le connecta directement au noyau de secours dans un geste désespéré qui aurait pu les tuer tous. Une surcharge locale se propagea dans la salle comme une onde de choc invisible. Les lumières vacillèrent, passant du rouge au blanc aveuglant puis à l'obscurité. Gorath se tourna vers lui, agacé pour la première fois, son assurance fissurée. Inutile. Il tira. Le faisceau d'énergie traversa la salle comme la foudre incarnée. Kalice bondit, un mouvement impossible, défiant les lois de la physique, interceptant le tir au prix d'une entaille profonde à l'épaule qui carbonisa sa chair et fit fondre son armure. La douleur explosa dans son esprit comme un soleil blanc. Elle retomba lourdement, le souffle coupé, le monde tournant autour d'elle. Quelque chose se brisa alors en Elias. Non pas physiquement, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui gardait en laisse la partie de lui capable de tout sacrifier. Il activa le module avec une violence désespérée. Un champ électromagnétique pulsé se déploya brièvement, une fraction de seconde où l'impossible devint réel, désynchronisant les systèmes secondaires de l'armure de Gorath. Pas assez pour la désactiver complètement. Juste assez pour créer une faille. Une ouverture. Une chance. Maintenant, cria Elias, sa voix se brisant. Kalice se releva dans un mouvement fluide qui défiait la douleur qui rugissait dans son épaule, ignorant le sang qui coulait, ignorant tout sauf ce moment, cette opportunité qui ne se représenterait pas. Elle attaqua non pas avec force brute, mais avec la précision d'un chirurgien, d'un artiste, d'une guerrière qui avait transformé la violence en poésie mortelle. Son épée frappa derrière le genou, là où les plaques se rejoignaient, là où l'armure devait fléchir pour permettre le mouvement. Le cristal mordit dans le métal avec un son qui ressemblait presque à un chant. Gorath vacilla, impossible, impensable, ses bras battant l'air pour retrouver l'équilibre. Il rugit, un son qui fit trembler les murs, balayant l'air d'un coup massif qui aurait pu décapiter un vaisseau. Elias fut projeté contre une console, s'effondrant au sol dans un bruit d'os qui craque, immobile. Kalice cria son nom, un cri qui portait toute sa terreur, toute sa rage. Elle attaqua encore, chaque coup une danse mortelle apprise dans le sang et la douleur, chaque pas une prière silencieuse adressée aux dieux oubliés, chaque frappe un refus de la défaite. Gorath recula, surpris pour la première fois de sa carrière militaire illustre. « Vous n'êtes pas censé pouvoir faire cela » gronda-t-il, et dans sa voix perçait quelque chose qui ressemblait presque à de l'incertitude. Les simulations prédisaient votre défaite en 7 mouvements. Aucun empire ne comprend jamais ce qui l'écrase, répondit-elle, sa voix portant le poids de générations d'oppression. Vous ne comprendrez jamais ce que signifie avoir quelque chose pour quoi mourir. Pourquoi vivre ? Elle feinta à gauche un mouvement qu'elle avait répété 1000 fois mais jamais comme ça,
jamais avec cette urgence, pivota dans un tourbillon de grâce mortelle, et planta son épée dans la jonction cervicale de l'armure, là où le casque rencontrait le torse, là où les ingénieurs impériaux avaient sacrifié la protection pour la mobilité. Le cristal vibra, amplifié par le champ instable qu'Elias avait créé, créant une résonance destructrice qui se propagea à travers l'armure comme un cancer lumineux. Gorath s'immobilisa. Son arme tomba au sol avec un fracas métallique qui résonna comme une cloche funèbre. Il s'effondra à genoux lentement, majestueusement, comme une statue qui tombe, puis bascula lourdement en avant, soulevant un nuage de poussière. Le silence retomba, si absolu qu'il faisait mal aux oreilles. Kalice resta immobile un instant, haletante, couverte de sang, le sien, celui de Gorath, celui d'ennemi tombé, puis se précipita vers Elias avec un sanglot qui lui déchira la poitrine. Il respirait. Lentement, douloureusement, mais il respirait, et c'était tout ce qui comptait. « Tu es incroyablement têtu », murmura-t-elle en le serrant contre elle avec une douceur qui contrastait avec la violence qui venait de se déchaîner, sentant son cœur battre contre le sien. Il esquissa un sourire faible, ses lèvres tachées de sang. On dit que c'est une spécialité humaine. Les consoles s'illuminèrent soudain d'un vert stable, apaisant après tout ce rouge. Le bouclier orbital venait de tomber. Dans le ciel des lions, les vaisseaux rebelles surgirent hors de l'ombre des lunes comme une nuée d'oiseaux de proie, leurs moteurs traçant des sillons de lumière dans l'obscurité. Les défenses impériales, privées de protection, privées de coordination, cédèrent une à une comme des dominos qui tombent. Puis, parmi eux, un vaisseau aux lignes familières apparut, plus élégant, plus ancien, portant sur sa coque les symboles d'un monde lointain appelé Terre. Le Résilience. La bataille pour la capitale fut brève, violente, décisive. Privées de commandement et de protection, les forces alares se replièrent dans un désordre qui aurait été impensable quelques heures plus tôt. L'Empire invincible, éternel, inébranlable abandonna Hélion. Et dans cet abandon, une vérité émergea, rien n'est invincible. Tout peut tomber. Même les empires qui se croient éternels. Épilogue, quand les larmes changent de sens. La guerre ne prit pas fin ce jour-là dans la galaxie. Les batailles continuèrent, les empires poursuivirent leur danse de pouvoir, les étoiles continuèrent leur course indifférente. Mais sur Hélion, elle cessa. Non pas avec un bang dramatique, mais avec un soupir de soulagement si profond qu'il semblait venir de la planète elle-même. Les armes se turent. Les cris s'évanouirent. Et dans le silence qui suivit, quelque chose de nouveau put enfin naître. Kalice refusa le titre de reine qu'on voulait lui offrir, qu'on essayait de lui imposer avec une insistance née de la gratitude et du désespoir. Nous ne nous sommes pas battus pour changer de chaîne, déclara-t-elle devant le nouveau conseil, debout au centre du temple restauré où la lumière des 3 lunes pénétrait par le toit ouvert. Nous ne nous sommes pas battus pour remplacer un tyran par un autre, fût-il bienveillant. Nous nous sommes battus pour choisir notre avenir. Tous ensemble. Pas un. Pas 10. Tous. Elias obtint l'asile non pas comme un réfugié, mais comme un héros. Le Résilience resta en orbite, devenant le premier lien officiel entre la Terre et les Vistars, le premier fil d'une toile qui un jour connecterait des mondes. Les mois passèrent comme coulent les rivières, lentement d'abord, puis avec une vitesse croissante à mesure que la vie reprenait ses droits. La cité fut reconstruite, non pas à l'identique, mais mieux. Les architectes Vistar et les ingénieurs terriens travaillèrent côte à côte, fusionnant le cristal organique avec les technologies terriennes, créant quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait ni à un monde ni à l'autre mais aux deux. Les forêts de cristal cessèrent de hurler. Leurs notes devinrent chants, mélodies qui portaient dans le vent comme des promesses. Un soir, sous les 3 lunes alignées, cet événement rare qui semblait arriver plus souvent maintenant, comme si même les astres célébraient leur victoire, Elias prit la main de Kalice. Il se tenait au sommet de la tour de cristal restaurée, là où jadis les sentinelles guettaient l'ennemi. Maintenant, il regardait simplement les étoiles, ces points de lumière qui les avaient unis malgré les distances impossibles. Sur Terre, commença Elias, sa voix empreinte d'une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher, quand 2 êtres choisissent de marcher ensemble, quand ils décident que leur futur sera partagé, ils se lient pour la vie. Pas par obligation. Pas par nécessité. Par choix.
Elle posa son front contre le sien dans ce geste devenu rituel, sentant la chaleur de sa peau contre la fraîcheur de la sienne. Chez nous aussi. Les anciens textes parlent du lien des âmes, quand deux cœurs battent comme un seul, quand deux vies deviennent une histoire. Alors, murmura-t-il, veux-tu ? Oui, répondit-elle avant qu'il ne termine, riant à travers ses larmes. Oui. 1000 fois oui. Leurs larmes se mêlèrent, les siennes violettes et lumineuses, les siennes transparentes et salées, coulant sur leurs joues pour se rejoindre dans cet espace infinitésimal entre leurs fronts pressés l'un contre l'autre. Non pas des larmes de douleur cette fois, mais de promesses. De joie si intense qu'elle ne pouvait s'exprimer autrement que par ce débordement d'émotions pures. La cérémonie eut lieu une semaine plus tard, sous le dôme de cristal du grand temple restauré. Les traditions Vistar fusionnèrent avec les coutumes terriennes dans une célébration qui n'avait jamais existé auparavant, la première union entre deux mondes, deux espèces, deux âmes séparées par des distances que même la lumière mettait des années à parcourir. Les guerriers Vistar chantèrent les hymnes anciens qui faisaient vibrer les cristaux en harmonie. L'équipage du Résilience apporta de la musique terrienne qui résonna étrangement mais magnifiquement dans l'acoustique alien du temple. Calice portait une armure cérémonielle gravée de motifs qui racontaient leur histoire, la capsule tombant du ciel, les batailles partagées, l'amour né dans le chaos. Elias portait l'uniforme de son vaisseau, mais sur son cœur brillait un cristal d'Hélion que Calice avait façonné de ses propres mains. Quand ils échangèrent leurs vœux dans un mélange de langues qui créait une nouvelle syntaxe de l'amour, même les sceptiques eurent les yeux humides. Tu m'as appris, dit Calice, sa voix portant dans tout le temple, que la force ne vient pas de l'acier, mais du cœur qui le porte. Que la victoire n'est pas dans la destruction de l'ennemi, mais dans la construction d'un avenir meilleur. Tu m'as appris à espérer quand l'espoir semblait mort. Tu m'as appris, répondit Elias, ses mains tremblant légèrement dans les siennes, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Que l'amour peut traverser les étoiles, défier les empires, survivre à la guerre elle-même. Tu m'as montré ce que signifie vraiment être vivant. Le baiser qui scella leur union fut salué par un concert de cris de joie et le carillon cristallin des cloches du temple, créant une symphonie qui monta vers les étoiles comme une prière exaucée. De leur union naquit une enfant. Lyra. Elle vint au monde un matin de printemps, si on peut appeler printemps cette saison où les cristaux fleurissent en couleurs impossibles, dans une chambre où les technologies terriennes et Vistar s'étaient unies pour assurer sa survie. Car personne ne savait si un tel enfant pouvait exister, si la biologie accepterait ce mariage impossible entre deux arbres généalogiques séparés par des millions d'années d'évolution. Mais Lyra arriva, hurlant avec la force de ses deux héritages, et dans son cri résidait tout l'avenir possible. Elle n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait Vistar. Ses yeux étaient verts comme ceux de son père, mais portaient cette luminescence violette de sa mère qui les faisait briller doucement dans l'obscurité. Sa peau portait une teinte nacrée subtile, créant un effet iridescent quand la lumière la touchait d'un certain angle. De fines crêtes osseuses ornaient son crâne, mais plus délicates, presque éthérées, comme si deux mondes avaient négocié leur forme. Elle était magnifique. Impossible. Vivante. Héritière de deux mondes, elle portait en elle la promesse qu'aucune frontière n'était infranchissable, qu'aucune différence n'était insurmontable, que l'amour pouvait créer ce que la logique déclarait impossible. Les années passèrent, marquées non plus par les cycles de guerre mais par les saisons de paix. Lyra grandit entourée d'histoires, celles de guerriers Vistar qui lui apprenaient à sentir les vibrations du cristal, celles de scientifiques terriens qui lui expliquaient les mystères de la physique quantique, celles de deux mondes qui apprenaient lentement, douloureusement, magnifiquement à se comprendre. Elle avait la ténacité de son père et le courage de sa mère. Elle riait comme les humains et chantait comme les Vistar. Elle était le meilleur des deux mondes, le pont vivant entre deux civilisations qui, sans elle, n'auraient peut-être jamais vraiment communiqué. Un soir, elle devait avoir cette cycle terrien, ou 5 révolutions d'Hélion, cette différence de calendrier qui créait toujours de la confusion. Elle s'assit entre ses parents sur le balcon de leur maison qui surplombait la cité restaurée. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Au loin, les forêts de cristal chantaient leur mélodie nocturne, ce son qui n'était plus une plainte mais une berceuse. « Maman » demanda-t-elle avec cette curiosité insatiable qui la caractérisait, ses yeux vert-violet fixant les étoiles avec une intensité qui rappelait à Calice sa propre jeunesse. « Comment tout a commencé ? Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Comment est-ce que je suis né? C'était une question qu'elle avait posée 100 fois, mais qu'il ne se lassait jamais de répondre. Elias sourit, ce sourire qui après toutes ces années faisait encore battre plus fort le cœur de Calice, et pointa le ciel. Les étoiles brillaient avec cette clarté particulière qu'on ne trouve que loin des lumières artificielles, chacune une histoire, chacune un monde possible. Je ne suis pas tombé, dit-il, ses doigts entrelacés avec ceux de Calice, leurs mains jointes reposant sur les genoux de leur fille. Enfin, si, techniquement je suis tombé. Ma capsule s'est écrasée assez violemment. Mais ce n'était pas un accident. Il leva les yeux vers les étoiles, vers cet infini qui l'avait amené ici. J'ai été attiré. Comme si l'univers lui-même avait conspiré pour m'amener exactement là où je devais être. Comme si chaque choix de ma vie, chaque décision, chaque hasard, n'était qu'un pas de plus vers cette forêt de cristal, vers ta mère. Calice serra sa famille contre elle, ce miracle vivant, cet impossible fait de chair, regardant les étoiles avec une émotion qui lui nouait la gorge. Les 3 lunes des lions se levaient à l'horizon, Tyra, Meuro et Séléna, traçant leur arc éternel à travers le ciel. Dans leur lumière combinée, la ville brillait d'une beauté presque surnaturelle. Les larmes de Calice, murmura-t-elle, répétant les mots que les poètes Vistar avaient commencé à utiliser pour décrire leur histoire, n'étaient plus celles de la guerre. Elle embrassa le sommet de la tête de Lyra, respirant cette odeur unique, mélange de fleurs terriennes et de cristal des lions qui n'appartenait qu'à elle. Elles étaient devenues celles d'un avenir possible. Lyra se blottit contre eux, entourée de la chaleur de ses parents, sous le regard bienveillant des 3 lunes et des étoiles innombrables. Et dans ce moment suspendu, parfait dans sa simplicité, l'univers entier sembla retenir son souffle. Car ici, sur ce monde qui avait connu tant de douleurs, tant de sang, tant de larmes versées dans la rage et le désespoir, une nouvelle histoire s'écrivait. Une histoire d'espoir. Une histoire d'amour plus fort que les empires. Une histoire qui prouvait que même les étoiles les plus distantes pouvaient se toucher. Et que parfois, juste parfois, l'impossible n'était qu'un autre mot pour « pas encore accompli ». Les forêts de cristal chantèrent leur approbation, leurs notes portées par le vent comme une bénédiction. Dans le ciel, une étoile filante traversa la voûte céleste, traçant un sillon de lumière éphémère. Lyra fit un vœu. Et l'univers, pour une fois, écouta. Fin de l'histoire. Dans l'immensité du cosmos, où les distances se mesurent en années-lumière et où le froid règne en maître, parfois, juste parfois, 2 âmes trouvent un moyen de se rejoindre. Et quand elles le font, elles prouvent que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Plus puissante que la gravité qui courbe l'espace-temps. Plus brillante que les étoiles qui illuminent les ténèbres. Plus éternelle que le temps lui-même. Ceci est leur histoire. Mais c'est aussi la nôtre. Car nous sommes tous des enfants des étoiles, séparés par des distances impossibles, cherchant désespérément à nous reconnecter. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait battre votre cœur un peu plus fort, si elle vous a fait croire ne serait-ce qu'un instant que l'impossible n'est qu'une question de perspective. Abonnez-vous pour voyager avec moi vers d'autres mondes, d'autres histoires où l'amour défie les lois de l'univers. Laissez un like si Calice et Elias ont trouvé une place dans votre cœur. Commentez, quelle scène vous a le plus marqué? Auriez-vous fait les mêmes choix qu'eux? Partagez votre ressenti, chaque mot compte, car comme Calice et Elias, nous sommes plus forts ensemble. Les étoiles nous attendent. Et la prochaine histoire pourrait être la vôtre. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici.